Bonjour à toutes et à tous. Un salut chaleureux au public qui nous accompagne aujourd'hui et à la bande, nos experts de l'art, les passionnés. Salut les amis, Nathalie Lesage. Nathalie Lesage, journaliste avec son regard curieux et décalé sur l'art. Lauriane Mélière, c'est vous qui créez des ponts entre le passé et notre présent. On essaye. Fabrice Bousteau, le boss, le rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine, et Margot Bétou, la mémoire vive de l'émission. Vous m'avez manqué cette semaine. Mais toi aussi. Salut les amis, alors c'est quoi votre mot du jour? On démarre avec toi. Ah, ben moi, mon mot, c'est bébé, mais pas comme dans Gaga Gogo. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tu verras. Pardon. Fabrice. Vous verrez. Animal, et si les animaux étaient des artistes et des acteurs, comme notre invité? Lauriane, Sacré, et je pense que Rosalia est d'accord avec moi. ça c'est sûr. Margot. Moi, c'est les corps, un hommage à nos deux invités. Et enfin au piano, on retrouve évidemment sous un tonnerre d'applaudissements Charlie Boudou. Charlie, quelle est ton humeur aujourd'hui? Eh bien, il a fallu que je me lève très tôt pour venir. J'étais à la campagne tranquillement et mon mot à moi est paresse. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier. Et puis, eh ben, je suis très content d'être là, c'est une blague. Et on est très heureux de t'avoir avec nous. Notre première invitée, c'est une grande actrice et une artiste formidable. Le corps, les femmes sont au cœur de son œuvre. Ancienne élève des Beaux-Arts de Rennes, elle dit que le dessin, c'est sa maison. Elle nous expliquera pourquoi. Elle a dessiné pour un magnifique recueil de poésie qui vient de paraître, la poésie érotique aujourd'hui, et on en verra quelques-uns de ses dessins. Louise Bourgoin est l'invitée de la Grande Galerie francophone. Bienvenue, merci de nous avoir retrouvés. Je te présente toute la bande et le public qui nous accompagne. Bonjour, On va bonjour. démarrer avec la première question. Elle est rituelle. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie? Pour moi, c'est une garantie de santé mentale. C'est la fameuse phrase de Louise Bourgeois. Je crois que ça permet de nous protéger de la vérité. Et c'est un moyen aussi de dire ce qu'on ne peut pas dire en société. Louise Bourgeois, c'est un modèle. Mais c'est même grâce à elle que j'ai choisi mon prénom, puisque on a commencé ensemble le Grand Journal et on m'avait demandé de changer de prénom. Et j'ai choisi Louise en hommage à cette grande artiste qui m'a interpellée dans sa façon d'approcher la vie, mais aussi de parler de son art, parce que j'ai toujours trouvé dans ses documentaires qu'elle avait une façon très, très, très saisissante de parler de ses œuvres. On ne savait pas si elle jouait un jeu, si elle était faussement naïve ou un peu psychotique. Et puis elle recevait, elle a reçu pendant des années, le dimanche après-midi, chez elle, c'était un rituel, une tonne d'artistes, parmi les plus jeunes, les plus inconnus, comme des stars, pour discuter, leur donner des conseils. C'est vraiment un exemple à suivre. Mais qu'est-ce que ça fait d'évoluer sous pseudonyme? Parce que finalement, l'art et le fait d'illustrer, c'est aussi une façon de se cacher un petit peu en se dévoilant différemment. Donc qu'est-ce que ça fait d'avoir un autre nom? C'était un petit clin d'œil, parce qu'en fait, moi, j'ai raté mon CAPES d'art plastique, j'ai eu mon diplôme des Beaux-Arts, mais j'ai pas eu de carrière artistique à proprement parler. Là, je commence tout juste à 40 ans à dessiner, mais c'est un peu une carrière avortée, et du coup, c'était un petit clin d'œil. C'est comme si j'avais choisi de m'appeler Pablo Picasso, quoi. C'était histoire de dire, voilà, je suis pas artiste, au contraire. Mais Louise Bourgoin, on va regarder quelques-uns de vos dessins, mais quelles sont les œuvres, les artistes qui vous accompagnent? Moi, à part Louise Bourgeois, dont on va reparler tout à l'heure. Quand j'étais aux Beaux-Arts, entre 99 et 2004, Fabrice, ça va vous parler, on m'encourageait surtout à faire des happenings, des performances. On m'interdisait la peinture à proprement parler. Enfin, on m'expliquait que c'était complètement bourgeois, passé de mode, et j'avais pas le droit de faire du figuratif. Et donc, j'ai eu l'impression de désobéir en sortant des Beaux-Arts et en me remettant à dessiner. Et pourquoi je dis ça? Parce que justement, les artistes que j'admire aujourd'hui, c'est ceux qui sont passés outre ces interdictions années 70
80-90, comme Augustin Roire ou David Hockney, enfin David Hockney plutôt des artistes figuratifs. Oui, mais il y a aussi Sophie Calle qui m'a beaucoup marqué parce que dans son approche de la fiction, justement, je me suis dit, tiens, il y a une artiste contemporaine qui peut aussi... Enfin, on peut aussi faire des films quand on est artiste contemporain. Et notamment, sa fiction No Sex Last Night m'avait beaucoup marqué. Et c'est une invitée qu'on recevra prochainement dans l'émission Sophie Calle, la poésie érotique. Aujourd'hui, c'est donc les dessins que vous avez faits pour accompagner un recueil de poèmes absolument génial. On va en parler dans un instant, mais comme d'habitude, on va démarrer avec la claque de la semaine. Chaque membre de l'équipe nous révèle sa dernière claque artistique. C'est la claque. Et on commence avec toi, Nathalie. Ah, vous savez, moi, je me suis autoproclamée gardienne de votre cœur d'enfant à tous parce que c'est très important. Merci. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui de vous inviter dans une forêt enchantée, car oui, elle existe et je dirais même qu'il y en a partout dans le monde. Donc, pour ceux qui nous regardent à travers la planète, j'ai plusieurs adresses pour vous. Et c'est les parcours nocturnes et en extérieur du studio de création Moment Factory, accessoirement québécois, hein, car qui d'autre pour... Oui, comme Qui par d'autre que pour hasard. combiner entertainment et forêt? Et qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des circuits de nuit où tout prend vie autour de nous. Regardez, c'est avec des animations, des projections, des sons, de la musique. Ça peut être dans des parcs, dans des zoos. Moi, je suis allée à La Villette à Paris qui vient tout juste d'ouvrir, mais il y en a d'autres en France, au Canada, aux États-Unis. Bref, vous avez l'embarras du choix. Et croyez-moi, c'est une expérience hallucinante. On ressort de là, mais pété, mais comme d'éblouissement, parce que ça nous donne un gros shoot Et à vivre en d'hormones du famille. bonheur. C'est bien sûr pour toute la famille. Et là où on se parle, là, il y en a une dizaine à travers le monde. Ça s'appelle soit Light Circle ou Lumina. Donc, allez-y. Merci, Nathalie. Lauriane, tu applaudis ta claque? Alors ma claque, moi, elle nous emmène à Bruxelles où un artiste céramiste, Jacques Monroe, m'a fait un petit peu perdre la raison parce que si vous voyez ces images, vous vous dites quoi? C'est du carton, du papier, du scotch? Bah, pas du tout. C'est de la céramique. Et non, ce n'est pas du carton, c'est de la céramique. On peut verser de l'eau à l'intérieur. Et en fait, c'est un artiste qui imagine des trompe-l'œil. Je trouve ça absolument dingue. Lui, c'est un ancien directeur artistique qui a tout quitté pour revenir à la création, au geste. Enfin, c'est aussi d'ailleurs l'histoire de sa famille. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes. Et sa signature est complètement folle. Donc on imagine que c'est du carton. Il a passé des années à développer ce style. Et on peut le voir en ce moment à la galerie Project à Bruxelles. Et en fait, ce que j'aime, c'est que vraiment, il donne une âme à des objets du quotidien. Il remet une poésie dans des matières ou des matériaux qui normalement ne méritent pas tellement notre attention et on regarde différemment, presque curieusement. Donc c'est Jacques Monroe, AUD, rien à voir avec Marilyn, à la galerie Project à Bruxelles. Ça vous plaît, Louise? Beaucoup. J'adore la céramique. Oui. Fabrice? Alors, je ne sais pas, Ali, si vous savez, et Louis, si vous savez aussi que dans les années 50, il y a une sorte d'anthropologiste un peu dingue, mais génial, qui a essayé de savoir si les animaux étaient potentiellement des artistes. Alors, il a donné de la peinture, des pinceaux à un chimpanzé qui est devenu très célèbre. Ah, mais j'ai vu ses œuvres à la Fondation Leclerc à Landerneau. Voilà, pour l'exposition Animals. Qui s'appelle Congo. Et ce chimpanzé, à un tel point, c'est que Picasso a acheté des Congos. Il a peint plus de 400 toiles. Mais là, je ne vais pas vous parler des animaux artistes, mais des animaux acteurs. Parce qu'il y a un truc complètement fou. Quand j'ai vu les images, je me suis dit, c'est dingue. C'est le Nikon Comedy Prize. Vous voyez des images. Et en fait, qui dans le monde entier prend des photos et célèbre les photographies les plus drôles d'animaux. Ouais. Et c'est complètement délirant, puisqu'en définitive, on voit des oiseaux qui se transforment en air glisseurs, des kaolins qui se tirent la langue, des écureuils qui ressemblent, qui sont en train de danser, des chimpanzés qui dansent, des oiseaux qui se clouent le bec, bref, une sorte de bestiaire complètement hallucinogène. C'est génial. Qui ferait penser que, après tout, eh bien, les animaux sont d'aussi bons acteurs que les humains. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça? Je sais pas comment je dois le prendre, mais... Oui, mal. Oui, bon... Non, bien. Margot.
Moi, je voulais vous parler de France Bizot, une artiste que j'adore parce qu'elle s'approprie, elle détourne un de mes objets préférés, le livre Gallimard. Vous savez, c'est la collection NRF culte avec la couverture blanche. Et, voilà, et le cadre rouge. Et donc, elle peint par-dessus, ça devient son support de création. Moi, je collectionne frénétiquement ces livres, donc forcément, ça me parle. Et puis, je trouve ça astucieux et ingénieux de sortir comme ça du cadre. Elle peint aussi sur de la faïence. On peut découvrir son travail en ce moment à la galerie Backslash à Paris, jusqu'au 20 décembre. Et alors là, c'est vraiment le culte du trompe-l'œil. Hein, voilà, c'est en 3D. Ça nous explose au visage, ces objets du quotidien, ce jaune coulant. Il y a des steaks aussi très saignants. Enfin voilà. Mais il y a une modestie dans son travail qui me parle. J'aime la façon dont elle traite le relief avec précision. C'est impressionnant, c'est extrêmement minutieux. C'est très minutieux, c'est très charmant. Et puis, je sais pas, c'est assez méditatif en fait de ces supports qui sont sans cadre. C'est surprenant au départ, mais en fait, on s'y plonge. Et puis voilà, c'est une petite claque, un coup de cœur. Merci. Charlie? Moi, la mienne de claque cette semaine, c'est un peintre allemand qui s'appelle Volker Hermes. C'est un peintre qui est né dans les années 70. Et voilà, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend des tableaux à la fois de la Renaissance en y incluant des éléments qui vont du 16e au 19e. Et alors, son truc à lui, pour cette expo-là en ce moment qui s'appelle Hidden Portrait, voilà, c'est qu'il prend tous ces atours, tous ces artifices et ornements qui appartiennent à un statut social et tout est très exagéré, ça devient ridicule, ils ont les visages mangés par les fraises, des rubans partout, des étoffes partout dans tous les sens, voilà. Et je pense que ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui parce que si on avait gardé ces codes-là, vu qu'on aime bien asseoir son statut social, on ressemblerait sûrement à ça et ce serait quand même cool dans la rue de ressembler à ça. Merci. Et vous, Louise? L'exposition Latour. L'exposition Latour, Magnifique. Georges Latour. Oui, et puis je ne sais pas si ça passe encore au cinéma. C'est votre dernière claque? Ouais, ma dernière claque, c'est aussi Joachim Trier, qui est mon réalisateur préféré, qui a fait un film qui s'appelle Valeurs sentimentales. Rien que pour la scène d'ouverture qui est magistrale, ça vaut vraiment. Décrivez-nous en fait, c'est drôle parce que j'ai pu rêver à ce genre de situation, mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas envie de monter sur scène, qu'on est actrice et que le show commence dans 5 minutes? Et en fait, l'ouverture du film, c'est cette actrice qui est forcée d'aller jouer par absolument toute l'équipe technique. Et c'est absolument incroyable. Dessiner pour vous, qu'est-ce que c'est? Ça répond à un besoin? C'est un refuge? Moi, j'ai toujours dessiné et c'est drôle parce qu'on parle d'écriture automatique, mais c'est vraiment du dessin automatique, donc je réfléchis pas. Contrairement à mes années aux Beaux-Arts, j'ai pas à pondre de concepts pour expliquer mon travail. C'est vraiment purement automatique. Ce sont des dessins d'imagination. Personne ne pose pour moi. J'ai une bonne mémoire visuelle et donc j'aime bien imbriquer des corps parce que souvent dans la vie, quand on est amoureuse de quelqu'un, qu'on a un rapport physique avec quelqu'un, on voudrait aller plus loin et c'est jamais complètement possible. Et là, c'est un peu ça. C'est des imbrications de corps qui n'arrivent pas complètement à s'imbriquer. Mais on voit certains de vos dessins d'ailleurs, mais pourquoi est-ce que ces corps s'imbriquent? Je crois que c'est pour trouver une sorte d'équilibre dans ma composition. Puis j'aime aussi perdre le regard du spectateur, qu'on se dise tiens, mais ils sont combien? Il est où lui? Ah, mais il y a une jambe, elle est à qui celle-ci? J'aime bien. Voilà, mais c'est très modeste et c'est vraiment juste du dessin à la plume noire. Hein. Je ne suis pas peintre comme l'artiste que vous allez recevoir, que j'aime beaucoup. Non, mais on va le recevoir dans un instant, mais vous en parlez avec beaucoup de modestie, c'est assez curieux. C'est le cas parce que c'est vraiment une sorte de hobby, dans le sens où je suis quand même actrice, c'est quand même 90% de mon temps, c'est de jouer dans des films. Oui, mais vous revenez toujours, je dessine, voilà. Vous revenez toujours au dessin, malgré tout? Ça me canalise et ça me permet, ça me permet en fait de mieux comprendre les choses. Il y a plein de dessinateurs qui disent ça. Le fait de dessiner quelque chose, ça vous oblige à regarder ou en tout cas à vous souvenir et donc à vous souvenir de certains détails et à mieux comprendre les choses. L'amour par exemple? Voilà, j'essaie de traduire un sentiment à travers une posture, donc ça peut avoir un peu avec la danse. Est-ce que vous dessinez pendant que vous apprenez vos textes en tant que comédienne? Oui. Et qu'est-ce que vous dessinez pendant que vous apprenez vos textes? Mais c'est très intime, mais en gros, pour mémoriser un texte, je convertis tous les mots en dessin, donc j'apprends des rébus et j'apprends beaucoup plus vite. Ah oui? Ou alors, je vais dessiner les costumes que j'imagine pour mon personnage, ou alors si un metteur en scène me dit, alors tu vois, tu vas faire ça, c'est un plan séquence, tu vas prendre un verre, là ensuite tu iras là, tu monteras l'escalier, tu redescendras, tu diras cette phrase à l'un, puis cette phrase à l'autre, je dessine absolument tout le parcours pour pas avoir à lui redemander. Et d'ailleurs, votre premier rôle, c'est quand même adapté d'une BD. C'est Adèle Blanc-Sec. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est assez formidable parce que là, pour le coup, il y a un vrai lien et une vraie continuité entre l'actrice
et l'artiste. Oui. On va vous apporter d'ailleurs un carton pour que vous puissiez nous vache. montrer comment vous dessinez. Ah, ça va Il est être juste très à côté intimidant. de vous, Louise, sur votre droite. Ouais. Ah, c'est là. Ah, Ouais, c'est là. la vache. Vous avez des feuilles. Bon, je dessine à la plume normalement. Merci. J'ai pas Et fait. alors, vous dessinez à la plume normalement. Qu'est-ce que Là, vous vous voulez que je avez. dessine Allez-y, selon votre humeur, ce qui D'accord. vous Et vient vous continuez à parler pendant ce temps-là. à l'esprit. Et on peut continuer à parler. D'accord. Moi, j'adore les corps enchevêtrés comme ça, là, toutes C'est ces vrai jambes. Oui, ça fait Ah, penser c'est un peu à ça compliquait bien un peu la vie. 3 garçons pour 4 filles, on était tous amoureux. Toi et moi, Emma de lui, l'une égale l'autre aujourd'hui. Anton, Yvan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Voilà, une petite Wow. salade Bravo. de corps comme ça. Bah, vous voyez que vos dessins inspirent, Louise. Nathalie, Ben, le dessin et l'art est quand vous même... pouvez continuer à dessiner pendant que Ben oui. Nathalie. Ben, peut-être qu'elle veut se concentrer, mais je vais vous parler pendant que vous dessinez. Allez-y. Vous venez d'une grande famille d'artistes, on peut dire, si bien que vous avez consacré une exposition il y a 5 ans à certains de vos ancêtres. Il y avait votre arrière-grand-père, le peintre Guy Wiltshire, mais c'est pas tout. Il y avait également votre arrière-grand-oncle, qui lui était photographe, Joseph Leluc. Ça se passait dans le Morbihan, au musée du Fahouette, qui est, je pense, le bastion familial. Et le nom de l'exposition était tout destiné, une famille d'artistes. Qu'est-ce que ça vous a apporté, selon vous, de grandir dans un tel environnement créatif? Les toiles étaient toutes très très abîmées parce que la majorité des toiles sont restées dans la famille. C'est mon arrière-grand-père, il est mort à 40 ans. Il n'y a pas énormément, mais il n'a pas beaucoup vendu. Il n'en avait pas besoin parce qu'il était d'une riche famille londonienne. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé à restaurer les toiles, à promouvoir son œuvre. Et c'était très très émouvant pour moi, pour toute la famille, de pouvoir réunir toutes ces toiles au même endroit. Il y avait plus Il y en de a une 130 centaine. 30 toiles, ouais, 130 toiles. 130 toiles. Ouais, et c'était un très grand peintre qui nous a toujours beaucoup impressionnés quand on était enfant. On voyait, c'était Impressionné, même intimidé. Intimidé, oui, parce que moi, du coup, j'ai jamais osé faire de peinture parce qu'il a un tel talent que j'ai jamais osé vraiment me lancer dans la peinture à lui. C'est un regret? Non, je suis juste lucide. Mais en tout cas, Joseph Lelux, qui est donc son beau-frère, il prenait plein de photos à l'époque, entre 1910-1920, de tous les habitants du Fahouette, des fêtes religieuses, mais aussi parfois des enfants décédés aussi, parce qu'à l'époque, au début du XXe, on prenait en photo les gens décédés en souvenir. Oui. Donc, quand j'ai retrouvé ça dans le grenier familial, je me suis dit, mais c'est qui ce serial killer? Je savais pas du tout que c'était une tradition. Moi. Donc, quand j'ai commencé à voir des plaques de verre avec des enfants morts, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, j'ai compris que c'était traditionnel. Et voilà, ce sont des photos très émouvantes. Et voilà, l'exposition était très belle. Vous avez dû apprendre plein de choses, tant sur justement l'art de vos ancêtres et l'histoire familiale. Oui, et on en a fait un livre. Voilà, c'était important Mais de pouvoir faire ça dans ma vie. en fait. Enfin, je me dis, même dans les corps que vous dessinez pour la poésie érotique, on a du mal à savoir si ça a même un caractère sexuel. Enfin, on les imagine faire des choses, mais on ne voit rien. Et je me demande si ça vous permet finalement, le dessin, de montrer ce que vous ne pourriez pas montrer justement dans des rôles. Ah, bonne question. Moi, en tout cas, dans ces deux rôles, j'essaye d'être sincère. Donc, j'essaye de traduire un sentiment dans le dessin. Et j'ai pas forcément envie d'être chirurgicale ou gynécologique. Donc, j'ai pas forcément envie de montrer des pénétrations. C'est plutôt des imbrications de corps qui répondent à des poèmes, là, en l'occurrence pour ce recueil, Oui, on va les qui revoir. sont pas toujours non plus pornographiques, qui sont parfois suggérés. Oui. Et puis, quand je joue, finalement, je suis beaucoup plus protégée, puisque ce sont pas mes textes, c'est pas moi qui ai écrit l'histoire, c'est pas moi qui ai choisi le costume, etc. Là, c'est très très intime. La première fois que j'ai montré mes dessins à 40 ans, je me suis réveillée le matin avec un énorme torticolis, je pouvais plus tourner la tête. J'avais fait des cauchemars en imaginant que les gens hurleraient au scandale. Ah oui? Ouais, Parce que finalement, c'est on a très l'impression que vous vous impudique pour cachez moi. devant une caméra, mais pourquoi est-ce que vous avez ressenti ça? Pourquoi est-ce que j'ai ressenti ça? Parce que c'est très intime de dessiner sa vision du corps, sa vision du couple, de l'amour. C'est Bien sûr. extrêmement intime. Vous nous montrez comment vous faites? Justement, j'essaye. Margot s'est penchée sur votre technique. Oui, vous dessinez donc d'un seul trait, je crois. Alors, on peut peut-être voir ce que vous êtes en train de faire. Un seul trait d'encre. Est-ce que c'est un éloge de la lenteur ou est-ce que c'est pour mieux mémoriser ce que vous voyez? J'ai l'impression que c'est votre grammaire pour vous souvenir des choses et vous souvenir du monde, en fait. C'est très bien dit. Et en fait, je dessine lentement parce que comme je dessine pas au crayon à papier avant, c'est extrêmement difficile pour moi de mesurer à quel endroit je place les choses. Et donc, en étant lente, ça me permet d'anticiper.
Et On va prendre le temps justement de vous laisser dessiner, Margot. la première prise, par exemple, au cinéma, est-ce que souvent c'est la meilleure, Louise ? Alors moi j'adore la première prise et je suis toujours très en colère quand les réalisateurs ne filment pas la première prise. D'ailleurs je viens juste de réaliser mon premier court-métrage en tant que réalisatrice et c'était très important pour moi qu'on filme la première prise. Et en fait j'ai compris pourquoi l'équipe était en colère, c'est que du coup les gens sont pas forcément réglés au niveau du son, etc. Donc ça énerve un peu l'équipe technique, mais moi je trouve qu'il y a toujours une magie dans la première prise qu'il n'y a pas après. Et j'aime aussi beaucoup aller au salon du dessin. Je collectionne, j'achète des dessins parce qu'il y a un premier jet, un premier élan dans le croquis, dans l'esquisse préparatoire par rapport au tableau qui a été pensé, repensé, reconstruit, prémédité, qui me touche particulièrement. Charlie, ça t'inspire ? Pardon, non, je suis en train de jouer avec les clochettes parce que ça me rappelle une histoire. Vous savez que nous avons fait Les Enfants une fois ensemble, on s'est croisés il y a une quinzaine d'années et j'entendais des bruits comme ça. Je me promène dans un magasin de loisirs créatifs, pour ne pas dire bricolage, à côté de Beaubourg. Et je vous vois, vous, à faire poète-poète sur les sonnettes. Je m'en souviens. Et on a fait la même chose. Et on s'est fait une petite battle de sonnettes avant que le vendeur nous vienne. Voilà, c'est tout. Ça me revient comme ça. C'est vrai. Non, mais c'est une jolie anecdote. C'est une très belle anecdote et elle est vraie. Louise, apparemment, vous aimez tellement les salles des ventes et collectionner qu'a priori, vous avez commencé à écrire un projet de film. Sur Drouot. Oui. Oui, il faut que j'aille au bout, mais oui, c'est un terrain qui m'inspire beaucoup. Parce qu'en fait, on voit toute une vie défiler en une après-midi et qu'il y a des maisons entières qui sont vendues dans la journée et qu'on voit, ça va des petits papiers personnels à la verrerie en passant par des tableaux. Et puis les gens qui y sont aussi, c'est beaucoup de retraités oisifs qui sont là un peu juste comme ça pour regarder, pour discuter. Il y a une ambiance très particulière. On y vend des moments de vie, quoi, des histoires de vie. Mais moi, je pense tellement à la chanson de Barbara. Mais bien sûr, on peut l'entendre, j'adore cette chanson. Dans les paniers d'osier de la salle des ventes, Oh là là. une gloire déchue des folles années 30 avait mis aux enchères parmi quelques brocantes un vieux bijou donné pour quel amour d'antan. Voilà. Merci, bravo Charlie. L'histoire est terrible de cette femme qui est assise. Elle va à Drouot et elle voit toute sa vie partir entre les mains d'étrangers. Elle ne peut rien faire. Impuissante. Point. Pardon, fin de la parenthèse. Mais c'est tout à fait ça. Vous venez d'illustrer ce magnifique recueil, La poésie érotique. Aujourd'hui, il y a des textes d'auteurs, d'autrices très différents. Cécile Coulon continue à dessiner. Les chanteuses Brigitte Fontaine, Clara Isé, par exemple. Et ce sont des textes qu'on voit, mais qui sont accompagnés par vos dessins. Ça parle de désir, ça parle d'amour, de volupté. Et vous avez commencé à dessiner des corps de femmes nues très jeunes, je crois, dès l'âge de 12 ans. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de dessiner des corps nus, Louise ? En fait, c'est pas le symbole de la nudité qui me plaît, c'est le fait que le vêtement, ça date un dessin, ça donne tout de suite l'époque, ça m'intéresse pas, et puis ça me permet d'avoir une ligne un peu pure, de toucher tout de suite à la ligne du corps et pas au vêtement. Et j'aime beaucoup le dessin pur de ligne, d'ailleurs c'est pour ça que j'aime les dessins de Jean Cocteau, j'aime beaucoup le fait qu'on n'a pas le droit à l'erreur et que c'est un peu comme un électrocardiogramme aussi, c'est tout au long de la ligne, si elle tremble un peu, ça traduit une émotion, quelque chose. Vous restez avec nous, vous avez une passion pour Niki de Saint-Phal, le temps que vous terminiez votre dessin. Niki de Saint-Phal, le musée national des beaux-arts du Québec, tiens, lui consacre une magnifique exposition. Et notre expert maison nous dit tout sur Niki de Saint-Phal, c'est Alex Vizorek, le viseur expert. Et aujourd'hui, on parle de Niki de Saint-Phal. Rien que son nom est beau. Elle a d'abord été mannequin, avant de devenir artiste, peintre et sculptrice. Pour les néophytes, l'œuvre de Niki de Saint-Phal, c'est un petit peu le bonhomme Michelin qui s'habillerait en Dizigual. Mais sa carrière commence bien avant. Dans les années 60, elle se fait connaître par des toiles intitulées Tir. Elle tirait sur des ballons de peinture pendus dans les toiles. Mais la célébrité vient avec sa grande série très célèbre des nanas, qui nous rappelle tout de même que quand on souffre d'aérophagie, c'est important de consulter. Il y a par exemple la nana jaune, la nana assise, la nana mouskouri. Oh, ça c'est moi qui ai rajouté les... L'année 78, année où Niki commence un chantier monumental. En Italie, le jardin des tarots. Même si on dirait jardin des tarés. Et terminons par ces obélisques, notamment celle-ci, l'obélisque au serpent.
Et je sais très bien ce que vous vous dites. Vous vous dites, c'est fou ce bleu. On dirait du bleu clin. Rendez-vous au Musée national des beaux-arts du Québec pour Niki de Saint-Phal. On n'en a pas marre de cette nanana, cette nanana. Merci Alex Vizorek. L'art en liberté. On peut voir le dessin. Bon, c'était difficile C'est de beau. dessiner en C'est magnifique. parlant C'est et en magnifique. répondant aux Ah ben, questions. C'est magnifique, on le garde, J'ai on pas va vu. l'encadrer. Bah, regarde, Charlie. Montre-moi. Ah mais c'est extraordinaire. Mais c'est hyper beau. C'est le Oui, week-end c'est de Charlie. magnifique. Mais moi, Voilà, j'adore. voilà ce qu'on appelle Bravo. faire l'étoile de mer. C'est gentil. Et merci Louise. Bah, bravo, excellent. On n'a pas assez entendu. C'est génial. Voilà ce qu'on appelle faire Lauriane. l'étoile des mers. Voilà ce qu'on appelle faire l'étoile de mer. Est-ce que vous pourriez nous lire un poème qui vous touche particulièrement dans ce recueil? Moi, je suis pas une pro de la poésie. Je connais assez peu de poètes, mais il y en a 3 que j'aime infiniment. C'est Zoé Besmond de Sonneville, Brigitte Fontaine et Grisé d'Illis Réal, qui est à l'entrée de ce livre. Et son poème s'appelle De Profundis. Et tu me fais un peu quelques notes au piano, un truc qui fait vibrer le diaphragme. J'ai tant aimé ton corps qu'il sera comme un fleuve bruissant dans mes artères. J'ai tant aimé la source envoûtée de caresses, brûlée de mes baisers, faisant jaillir l'eau vive de ton sexe dans ma bouche amoureuse, que je n'aurai plus soif d'un autre océan que ton sang. Et faim d'une autre chair que la tienne, je ne serai brûlée par d'autres feux que tes mains, qui m'ont laissé en cendres dans le désert des nuits inhabitées. C'est beau, mais à quand le duo, là, Charlie-Louise? Merci. Vous partez en tournée, ça va être ma claque, Ah mais je là vous vous promets. devez faire un spectacle, mais c'est magique. On va ça faire marche ça. hyper bien. On va trouver un théâtre de l'atelier avec une chaise, un piano, une lampe et voilà. Et Louise, On et est là. toi, Bien sûr. Chez Madame évidemment. Arthur. Chez Madame Arthur. Merci infiniment. Lauriane, cette semaine, tu t'es intéressée à la pop star espagnole Rosalía. On Je va suis pas changer la de seule. registre. Tout le monde s'est intéressé à la pop Tout star le monde Rosalía. s'est Tout le intéressé monde. à Luxe, son dernier album qui est un carton partout sur la planète. Et toi, tu y as surtout vu des références à l'histoire de l'art. C'est le passé du présent, Lauriane. Bah oui, parce qu'en fait, tout le monde a parlé de ce 4e album, notamment via le clip Berghain, qui a fait beaucoup de bruit, et on comprend pourquoi, qui regorgeait de références artistiques. Mais finalement, moi, je m'intéresse aujourd'hui à la pochette et à pourquoi est-ce qu'elle nous marque autant. Et bah parce qu'elle active en nous des siècles et des siècles d'images sacrées. Rosalía emprunte leur code et les subvertit. Première étape, les Vierges byzantines. Regardez son visage, penché sur le côté, apaisé. On est en plein dans les Vierges byzantines, comme l'icône Notre-Dame de Vladimir, XIIe siècle. C'est le même usage doré du divin. Sur l'icône, c'est l'auréole. Et chez Rosalía, en fait, c'est la bouche dorée. On ne le voit pas forcément très bien à l'image, mais sa bouche est dorée, puisqu'elle embrasse les codes du sacré, littéralement, et réserve sa parole à Dieu. Deuxième étape, le baroque espagnol. Si vous regardez la lumière de la pochette de l'album, eh bien, c'est celle de l'Immaculée Conception de Murillo. C'est la clarté qui vient du haut, qui vient de Dieu. Rosalía met en scène toute son émotion avec une forme quand même de retenue. Et puis évidemment, il y a du baroque italien. Donc puisqu'on est en Italie, il y a un petit peu plus de drama. Et donc on est avec Bernini et l'extase de Sainte Thérèse d'Avila, une religieuse espagnole dont le cœur aurait été transpercé par un ange dans une sorte de transe. Et là, Rosalía reprend le blanc immaculé, le drapé, l'abandon aussi qu'on lit dans les traits de son visage. Et puis, puisqu'on parle de visage, le voile, forcément le voile sacré, ce tissu blanc qui recouvre sa tête et qui rappelle des représentations religieuses comme Sainte Thérèse de Jésus de Riccardo Marti. Donc Rosalía n'a pas peur de porter un voile religieux pour symboliser la piété et aussi sa soumission à Dieu. Mais avec une posture féministe. En tout cas, moi, j'y vois une posture féministe, puisque là, l'image devient très subversive. Dans l'iconographie chrétienne, normalement, la posture comme ça, sur le côté, c'est la Vierge à l'enfant, qui porte un enfant dans ses bras. Et là, Rosalía n'a pas d'enfant, elle s'enlace elle-même dans une sorte de camisole sublime. Et donc, finalement, elle montre qu'elle se suffit à lui-même, elle n'a besoin que de Dieu, que de sa parole, que de sa musique pour exister. Donc, finalement, Rosalía a encore frappé. Je vous invite à écouter Luxe, qui est un album bijou somptueux, merveilleux, avec et merci pour l'orchestre ces éclaircissements, parce que c'est vrai que
On voit le lien qu'il y a entre la pop culture Oui, et ça crée une nouvelle les beaux-arts icône. et la grande tradition. Ouais. Louise, on va continuer maintenant avec la petite galerie. C'est signé comme chaque semaine par Karim Rarbage. Des façades tordues, des masques et des stylo-billes. Tout est doux avec le stylo. Petit récap de ce que l'art a fait de plus fou cette semaine, c'est la petite galerie. Et on attaque avec la dinguerie. Aujourd'hui, zoom sur Alex Shinek, un artiste britannique complètement fou. Vous voyez Inception quand ça plie des rues et des immeubles ? Bah Alex, il fait pareil, mais sans effets spéciaux. Son délire, c'est donc de tordre la réalité, des façades qui ondulent, des maisons qui fondent ou toutes sortes d'objets torsadés. Bref, c'est du surréalisme version BTP. I don't feel like an artist. Le mec est à la fois ingénieur, architecte et artiste, quoi qu'il en dise. Il redéfinit la notion de travaux publics et se moque royalement de toutes les normes de PLU. Techniquement, c'est très fort. Et ce que ça questionne, c'est notre rapport à la ville, qu'il transforme en matière vivante, souple et poétique. Alex Shinek, c'est la dinguerie de la semaine. Et on continue avec l'Incruste. Cette semaine, direction non pas les années 80 de Spielberg, mais l'atelier de Beuss dans le Loiret, un artiste superstar des réseaux qui bosse avec un outil qu'on connaît tous très bien, le stylo-bille. Le stylo en soi, je l'ai plus ou moins toujours utilisé parce que c'était un outil un peu cheap, pratique d'accès. C'est complètement barge, les ombres, les reliefs, les détails, les cheveux, tout est fait avec ce simple outil et surtout beaucoup de talent. Là, je fais du trait, mais je peux faire du remplissage, je peux faire du contraste, je peux faire du petit, du grand, du minimaliste, du gigantesque, et tout ça juste avec cette petite pointe. Beuss, il a pas fait d'école d'art, il a tout appris tout seul, et pour réaliser ce genre de masterclass, ça lui demande beaucoup de patience. Entre 50 et 60 heures pour ce format-là. Yes, et même pour faire des aplats comme celui-ci, il triche pas, il utilise encore et toujours des stylos, et pour ça, il a une technique bien à lui. Et bim! Et à ce rythme, il crame en moyenne 300 stylos par an, soit quasiment un par jour. Il y a 3 km d'encre dans un petit stylo. Je pense que j'ai fait une bonne dizaine de fois le tour du monde, sans quitter mon atelier. Et pour de vrai, au-delà de la qualité de ses œuvres, il y a un côté très méditatif ASMR à le regarder et l'écouter travailler. Beuss, il a vraiment de l'encre dans les veines et il nous rappelle que pour faire de l'art, un stylo-bille peut suffire, alors que moi, ce que j'ai fait de mieux avec cet objet, ça reste une sarbacane. Bravo et merci Beuss. Et on termine avec le fololo. Aujourd'hui, on suit le compte de Mikui Lilienthal, une artiste plasticienne argentine qui crée des masques dans un univers complètement barré. Yes, elle fabrique tout ça à base de carton et de papier mâché. Et dans ses vidéos, on peut suivre tout son processus créatif. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'elle invente elle-même tous les mécanismes d'articulation. Balèze. Après, bon, soit on aime pas, hein. Il y a quand même un petit côté dérangeant weirdo dans ses œuvres. Mais Mikui, elle assume complètement et pour la petite galerie, elle explique en interview sa philosophie. Ce que je veux, c'est que mon art ne laisse pas les gens indifférents, qu'ils ressentent quelque chose, que ce soit en bien ou en mal. On me demande souvent pourquoi ce que tu fais c'est si moche. Pourquoi ce que tu fais c'est si moche? Moi j'aimerais juste que ça leur fasse ressentir quelque chose. Et bah nous, on adore. Mikui, elle rayonne. C'est notre star du fololo. Là-dessus, la petite galerie ferme ses petites portes. À très vite. Merci Karim, c'est incroyable ce que fait Beuss avec un simple stylo-bille. Ouais. C'est fou, je le connaissais pas mais c'est dingue. Nathalie, un nouveau rendez-vous dans la grande galerie francophone, du nouveau dans le coco. Du nouveau dans le coco, coco qui veut dire... C'est quoi coco? C'est tête ou cerveau au Québec. D'accord. Donc le coco. J'adore ce titre, Jingle. Et oui, du nouveau dans le coco. Donc, en fait, je me projetais là, sur les semaines à venir. La période des fêtes commence et on va avoir plein de dîners, de rencontres avec les collègues, la famille. Et vous savez, il y a toujours le fatigant là, qui arrive avec ses anecdotes qui font glousser la galerie. On le connaît, il nous énerve. Alors, j'arrive à la rescousse.
Tu le connais, Charlie? Le tonton gênant, oui. Voilà, souvent, c'est c'est vraiment lui. le vieil oncle, hein. C'est ça. Problématique. Oui, mais moi, j'arrive avec un kit de rescousse prête à déballer dans vos soirées, donc du nouveau dans le coco, des anecdotes sur l'art pour vous permettre enfin de vous péter les bretelles, vous, à ces soirées. Et donc, Péter des bretelles. et donc, on commence avec du lourd. Vous pourrez lancer cette question à table. Oui. Pourquoi, selon vous, les bébés dans la peinture classique sont-ils si laids? Et même terrifiant. Parce qu'ils sont laids quand même. Regardez ça, là, des faces de vieillards. Ils ont des corps de courges qui ont mal poussé, un regard hagard de film d'horreur. Moi, j'ai une conviction, c'est qu'ils ont inspiré le personnage de Chucky. Mais regardez ça. Déjà plusieurs... Musique d'occasion. À l'époque, c'était les peintres italiens qui dessinaient des enfants qui étaient surtout des petits Jésus. Et le petit Jésus, bien forcément, il est sage. Alors, on lui colle un visage de sage qui est un vieillard. Et c'est resté comme ça pendant plusieurs siècles, assez pour que ça porte un nom, Puer Senex. Évidemment, vous le savez, ça veut dire enfant vieillard en latin. Enfant vieillard en latin. Vous le saviez tous, bien sûr. Mais tu parles toutes les langues. Je suis polyglotte. Rosa, Rosa, Rosarum. Et jusqu'à ce que, en fait, l'enfant fasse partie prenante de la société. Là, on arrive à la Renaissance dans les Lumières, avec l'évolution de l'éducation, avec ces familles de bourgeois aussi qui commandaient des toiles, hein, des grandes toiles familiales. Et forcément, le chérubin, il devait être chou-pichou. Alors, on a perfectionné cet art de dessiner des bébés avec des belles joues joufflues. Ce qui a servi, bien sûr, le petit Jésus, star éternelle des toires divines, qui est passé donc d'enfant flippant à enfant divin. Voilà, c'était votre anecdote pour briller plus brillant que les lumières de Noël. Pas seulement pour briller en société, on apprend des tas de choses. N'est-ce pas? C'est bien. Merci. Mais parfois, on croise des bébés aujourd'hui qui ressemblent au tableau d'avant. On n'en connaît pas, Charlie, jamais. C'est Tous rare, les on le bébés dit sont pas, beaux, mais ça Charlie. On te arrive. laisse seul juge, Charlie. On va accueillir maintenant l'un des artistes les plus talentueux de sa génération. Il explore les corps en mouvement. Il mêle les références classiques et les plus contemporaines. Dewadi Adjab va nous rejoindre, mais d'abord, son portrait en 3 mots, signé Damien Cabrespine. Dewadi Adjab en 3 mots. Mot numéro 1, action. Dewadi Adjab aime les corps en action, les corps en mouvement, les corps entravés, contorsionnés. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est plutôt une peinture fictionnelle. Formé aux Beaux-Arts entre Alger, Bourges et Paris, Dewadi Adjab privilégie l'instabilité. Ici, la tension est reine. Tout est prêt à être renversé. Je fais un travail de scénographe. Mot numéro 2, vacillant. Dewadi Adjab refuse l'état statique. Il admire le travail de la chorégraphe allemande Pina Bausch. Ces modèles prennent des poses spectaculaires, hors normes. Pour créer un mouvement et donner forme à mes personnages. Dewadi Adjab célèbre l'art vacillant, photographie ou peinture, théâtre ou danse. Ces tableaux sont avant tout des expériences physiques. Ce que je cherche, c'est de créer une dualité, créer une confrontation. Et enfin, mot numéro 3, loupé. Dewadi Adjab vénère plus que tout le mouvement loupé. Ce moment de chute ou de perte d'équilibre. Les lignes de perspective et la technique restent claires, mais l'accident, lui, est toujours privilégié. Dewadi Adjab est dans la Grande Galerie francophone. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir été... Merci d'être notre invité aujourd'hui. Je vous présente Louise Bourgoin, je vous présente le public et toute la bande. Action, vacillant, loupé, ces mots vous inspirent, ils vous correspondent ? Déjà, d'abord, c'est très drôle de se voir décrire en 3 mots ou en quelques images. Oui. Mais au final, c'est assez intéressant et révélateur aussi. C'est un peu le rôle de la peinture. Donc rendre visible l'invisible, si on peut dire ça comme ça. Rendre visible l'invisible, expliquez-nous ça. C'est un peu toute la notion de la peinture. Donc on va révéler des choses qu'on n'a pas tendance à voir de façon naturelle. D'autant que vous peignez les corps en mouvement. C'est un peu l'ambition qu'avait Francis Bacon lui aussi. Qu'est-ce qui vous anime ? Comment capturer la réalité ? C'est la question qu'il posait. C'est une question que vous vous posez ? Bien évidemment, et je crois que c'est une question qui est posée par tous celles et ceux qui font l'image
en quelque sorte. Mais en fait, exactement, comment dirais-je, je ne cherche pas une réalité visible, mais plutôt une réalité, plutôt la sensation de la réalité. Donc, par exemple, moi, je travaille le corps, mais le sujet du corps, c'est pas réellement un sujet au sens classique du terme, mais plutôt ce qui représente le corps. Donc, ces moments de vacillement, comme on le voyait, ces moments de loupé, d'échec, ces moments où par exemple, l'aura du corps, l'énergie qui dégage, toute cette façade plus ou moins cachée. C'est pour ça que je parlais du visible et l'invisible. Et comment est-ce que vous travaillez pour nous décrire un peu votre méthode? Vous partez de la photographie et ensuite ça devient une peinture extrêmement minutieuse parce qu'à voir vos œuvres, on a vraiment l'impression parfois que ça se rapproche de la photo. Il y a déjà un travail photographique, mais en amont, il y a déjà l'idée que j'essaie de concrétiser à travers la photo. Donc, il y a tout un travail de mise en scène, de travail de composition. Et après, pourquoi l'utilisation de la photo? De la photo, c'est un médium pour moi parce que malheureusement, comme on peut le voir... Là, on les voit à l'écran. Ce sont des tableaux magnifiques. Il faut dire qu'ils sont exposés pas n'importe où, mais au plein cœur de Paris, dans une église. On va y revenir dans un instant, l'église Saint-Eustache. Ouais. Mais juste pour finir, les modèles ne peuvent pas tenir dans ces postures-là très longtemps. Donc moi, encore une fois, quand je parlais tout à l'heure de la sensation de la réalité ou du côté sensible du geste, donc il fallait le capturer. Et aujourd'hui, on profite de ce qu'on a. Donc, c'est évidemment, d'où la photo. Mais ce qui est un peu faux, je trouve, quand on regarde votre travail, moi je me souviens d'une exposition dans votre galerie chez Kamel Menour qui s'appelait Fragmenté. Ouais. Et où en fait chaque tableau était conçu un petit peu comme un acte, un peu comme un opéra. Et j'ai un peu l'impression, quand je regarde un peu l'ensemble de votre travail, que en fait, que vous êtes une sorte de réalisateur de film. La fragmentation, c'est comme le cut dans le montage, et qu'en fait, vous faites partie de ces artistes qui deviennent vraiment des réalisateurs. Il y a le tableau, mais il y a un ensemble d'éléments, ça devient quasiment comme une sorte de film en mouvement, vos peintures. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, oui, vous avez vu juste parce que déjà l'exposition... c'est le maître, c'est le boss. Clairement, on ne peut pas lui enlever ça. Mais en fait, il y a des actes, toutes mes expositions, je les conçois comme des actes, comme une pièce de chorégraphie. Et chaque exposition représente un acte. Et là, j'arrive, dans cette exposition-là, je suis arrivé à un moment où j'essaie d'avoir une petite rupture avec le corps. Donc le fragmenter, c'était la meilleure façon de le faire. Et de parler aussi quand on parle exactement de la réalisation des films, de mise en scène, parce qu'il employait le mot de cinéma justement. Qu'est-ce que vous aimeriez par exemple faire poser Louise? Alors, c'est pas très confortable, mais vous l'imaginez par exemple comme modèle? Ouais, moi je travaille qu'avec des gens que je connais de manière générale. Et qui sont danseurs surtout? Même exactement, absolument pas. Absolument pas. Jamais de danseurs, c'est que des gens lambda, si je peux dire, qui ne maîtrisent pas leur corps. Parce que les danseurs, le problème et l'avantage avec eux, c'est qu'ils maîtrisent parfaitement leur corps. Donc moi, ce que je cherche, c'est plutôt une posture très brute, très sincère, pas très travaillée. Comme la première justement, posée, oui, Margot. Et il y a plein de références dans votre travail. Un peu le Caravage. On parlait aussi de Pina Bausch, cette grande chorégraphe allemande. Et comme vous, elle aimait explorer la douleur, l'inconfort, la tension. Elle mettait les corps dans des situations presque parfois insupportables. Qu'est-ce qui vous intéresse tant dans la tension et pourquoi est-ce que le corps il est plus intéressant quand il est malmené? Oui, c'est une façon de voir les choses, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'aime pas la banalité, et en même temps, je l'adore, parce que ces postures-là, on les voit au quotidien. Là, on a tous et tous une posture assez propre à nous. Quand on voit les enfants jouer, décorer leur corps, ils ont des postures complètement autres et improbables. Et faire des portraits statiques comme ça, ou des corps statiques, c'est pas ce qui m'anime le plus. Et ça, c'est une rupture par rapport à la tradition. Et c'est un peu aussi ce que fait Louise, justement, aussi, de mettre des corps dans des postures. En fait, j'ai découvert ça en travaillant avec Nicole Garcia en tant qu'actrice. C'est qu'elle m'imposait une posture de départ qui ne m'était pas confortable. Par exemple, être très assise sur mes coudes, des choses comme ça. J'avais l'impression d'être un guépard. Enfin, et ça me donnait la note pour le jeu. En fait, ça m'a troublée parce que cette posture inconfortable de départ me donnait un ton pour jouer. Et ça m'est resté finalement à travers la posture. On traduit un sentiment, mais aussi un état d'âme. Oui, entièrement d'accord. Et je crois qu'elle est prête pour qu'on travaille ensemble. Ah bah ça, c'est absolument certain. Donc...
Merci. Vous avez, vous Ce avez serait du mon boulot rêve. sur la planche, Louise. Je suis très En tout cas, on aurait envie de admirative. voir ça. On On veut être là. Vous avez exposé dans une église, donc en plein cœur de Paris, l'église Saint-Eustache. Saint-Eustache, ouais. En général, quand on pousse les portes d'une église, si on est chanceux et qu'on est à Rome, on peut voir des peintures du Caravage, on peut voir des Rembrandt, on peut voir des Delacroix dans d'autres églises. Qu'est-ce que ça fait d'exposer dans un espace sacré ? C'est une expérience particulière parce que retrouver son travail confronté à des siècles d'histoire, c'est juste déstabilisant, mais après c'est très intéressant parce que là, là où c'est intéressant, c'est que le tableau il prend complètement une autre forme parce que l'utilité n'est plus la même. Là, on s'adresse à des fidèles, à des croyants, et aussi à des touristes aussi. À des touristes, forcément, oui. Le Saint-Eustache, c'est un espace sacré, mais c'est un espace profondément économique. Où il y a des concerts de musique électro, où il y a régulièrement de l'art contemporain. Et en fait, c'est une vision de l'Église telle qu'elle a été dans les siècles passés, qui était le premier mécène, qui commandait des œuvres à des artistes homosexuels, qui mettait le plus art contemporain qu'il soit de l'époque dans les églises. Et donc Saint-Eustache, pour moi, c'est un lieu absolument dingue. Mais il faut y aller à l'église Saint-Eustache parce que c'est vraiment formidable de voir vos toiles dans cet écrin. Vous pourriez nous parler de votre itinéraire parce que vous aussi, alors Louise a fait les Beaux-Arts de Rennes, vous êtes passé par les Beaux-Arts en Algérie d'abord. Exactement, les Beaux-Arts d'Alger. Vous avez appris là-bas, vous êtes ensuite venu à Bourges. Voilà, et après les Beaux-Arts de Paris. Et qu'est-ce que vous avez, quelle est la différence entre apprendre à dessiner, à peindre en Algérie et à Bourges et puis ensuite à Paris ? Moi j'ai eu de la chance en fait d'avoir ces 3 expériences qui sont complètement différentes et mais en même temps elles sont presque similaires parce qu'on parle des écoles d'art, c'est le même état d'esprit un peu partout. Que ce soit à Bourges ou à Alger. Exactement, ouais. On est là, on est très curieux, on est entre jeunes, on essaie d'apprendre, on a soif d'apprendre. Et après, aux Beaux-Arts d'Alger, c'est très technique, donc très académique plutôt. Oui. Et en arrivant en France, c'était exactement pour accomplir ce qui me manquait. C'est ce côté-là, par exemple, conceptuel, aussi d'être dans l'actualité, de profiter de toutes ces expositions, de tout l'univers culturel qu'on peut retrouver en France et principalement à Paris. Et comment vous vivez le succès des Wadi ? Ça m'intéresse parce qu'on peut le dire, vous êtes vraiment un des artistes les plus hot du moment. Hein. Tout le monde parle de vous. Vous produisez pas énormément. On peut hot, oui, très chaud. Demandé. Merci. Très vous chaud. Vous produisez assez peu et tout le monde a envie d'acheter vos toiles. C'est ce qui bruisse dans les foires d'art contemporain. Comment vous vivez ce succès fulgurant ? Ça vous monte à la tête ou ça vous exactement. J'essaye de le vivre de très 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 loin parce que ça peut être très déstabilisant. Et au début, en rentrant à la Galerie Ménour, c'était très particulier parce que c'est une institution. Kamel Ménour, c'est l'un des plus grands galeristes d'aujourd'hui. Exactement. Et c'est un formidable repéreur de talent. Louise, vous disiez que quand on était jeune artiste et qu'on arrivait aux Beaux-Arts à 17 ans, en fait, il fallait oublier les effets de mode et essayer de trouver sa propre boussole. Et je me demandais, vous deux, comment vous faites pour protéger cette boussole et être sûr que vous gardez le cap, peu importe l'envie que vous suscitez chez des réalisateurs ou chez des galeristes. Des Wadi, Louise. En fait, il faut le vivre de façon très spontanée et je crois que l'entourage joue un rôle très 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 important. Si on est bien conseillé, si on se fait pas taper sur les doigts, mais si par exemple on est bien soutenu, je crois pas qu'on perd la tête ou qu'on passe à on espère. Mais après, il faut beaucoup de travail derrière. Et il faut avoir aussi connaissance de ce risque, que le chemin est encore très 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 loin, il y a encore des kilomètres à tenir, donc il faut gérer son économie, il faut gérer son temps, son énergie, se préserver surtout aussi. Même question Louise. Je dirais qu'il faut être désintéressé et avoir un désir, protéger le désir impérieux qu'on a à faire les choses. Au cinéma comme modestement au dessin, j'essaye de ne pas faire les choses pour être vu ou pour l'argent, j'en sais rien. Enfin, après, si ça marche, il se trouve que ça a du succès, on est vu, on a d'autres propositions, mais j'essaye de faire les choses par amour de l'art et pour... Parfois, il y a une force intérieure, un désir absolu de faire quelque chose, et même si on ne sait pas l'expliquer, il faut le faire. Ouais.
Vous êtes tombée là-dedans à quel âge? Puisque Louise nous disait qu'elle avait commencé à dessiner toute petite. Vous, gamin en Algérie, vous avez commencé à vous dire, tiens, je vais m'engager, je vais m'embarquer dans l'art. À quel moment? Je crois que c'était au collège. Il y a eu un déclic? Ouais, c'était mes profs d'art plastique. Donc, qui m'ont beaucoup soutenu. J'ai commencé aussi à apprendre l'histoire de l'art parce que j'ai grandi dans une ville où il n'y a pas un énorme accès à l'art. Donc, on n'a pas de musée, on n'a pas je sais pas, il n'y a pas d'événements artistiques. Et aussi, l'autre rencontre, c'était comme les puces de Saint-Ouen. J'étais avec mon père un vendredi. Et là, je me retrouve avec deux catalogues d'exposition. Donc, c'était Michel-Ange et l'autre, c'était celui de Paul Klee. Donc, ce que je cherchais, c'est juste la forme, une couleur, quelque chose qui m'intéressait. Et après, petit à petit, j'ai su que je vais l'être, je vais le devenir. Et j'ai tout fait pour le faire. Ça a été dur, ça a été difficilement accepté autour de vous que vous embrassiez une carrière artistique? Mais c'est très difficile. Après, il y avait une méconnaissance aussi des dangers, parce que je suis le seul dans la famille à être dans cette aventure-là. Mais aussi, de l'autre côté, il n'y avait pas d'accompagnement réel. Donc les gens autour de moi, ils ne comprenaient pas réellement. Mais après, je pense que c'est un chemin comme un autre, parce qu'il n'y a pas un chemin parfait. Mais ce qui est génial, c'est que maintenant, vous êtes un modèle, une référence, et que vous allez susciter des vocations. Merci infiniment, en tout cas, Dewadi, d'avoir été avec nous. On va maintenant ralentir le rythme, comme chaque semaine, pour prendre le temps de la contemplation. Et direction le musée Marmottan-Monet à Paris, avec cette magnifique exposition autour du sommeil. C'est pour toi, Charlie, toi qui te plaignais tout à l'heure d'être un peu fatigué. Non mais ça va, je suis réveillé. On va regarder la sieste du Danois Michael Anker. C'est peint en 1890 et c'est fascinant. L'exposition L'Empire du Sommeil est donc à découvrir au musée Marmottan-Monet à Paris. C'est jusqu'au 1er mars. Merci infiniment d'avoir été nos invités. Louise, le recueil de poésie, la poésie érotique, aujourd'hui illustrée par vos dessins, vient de paraître. Et vous serez à l'affiche de La pire mère au monde avec Muriel Robin. Dans un tout autre registre de substitut au procureur, c'est en salle le 24 décembre. Merci infiniment, Dewadi Djaj, d'avoir été notre invité. Merci les amis et merci à vous de nous avoir accompagnés. On se retrouve en replay, évidemment, sur le site de TV5 Monde et quand vous voulez sur les réseaux sociaux. On va se dire au revoir en musique. Louise, on vous a demandé quelle chanson vous mettez en joie et vous avez choisi le titre « Rue des Cascades » de Yann Tiersen. Charlie est derrière, il est prêt. Avec toute la bande, on vous salue et on vous dit à la semaine prochaine.